Poursuis nos ennemis, les Jones. Et tu trouveras ton destin. Ah, les Jones, ce fléau des temps modernes. Quand un cinéaste culte sort un premier film qui est en plus un chef-d'œuvre, il est vrai que dès le deuxième, les fans sont souvent plus qu'hystériques et se demandent ce que ça va donner. Don Coscarelli, lui, il en a des fans et son génial fantasme reste bien dans les mémoires. Mais le voilà, qui se retrouve bien en dehors de sa zone de confort, sans potes ni équipe technique habituelle, avec plus d'argent que d'habitude, ce qui n'est pas pour le coup quelque chose de bon, et qui va mettre ses nerfs à rude épreuve. Tiré du roman The Beastmaster d'André Norton, paru en 1959, c'est le réalisateur et Paul Pepperman, un de ses meilleurs amis, qui vont s'occuper de l'adaptation scénaristique. Nous sommes en 1979 et Conan le Barbare, futur film de John Milius dont j'ai parlé, en est encore qu'à ses balbutiements de pourparlers. Conan sortira du coup avant quand même, et Dar va pouvoir bénéficier d'une sortie qui va surfer sur le film du héros cimérien réalisé par John Milius. Les deux films sont comparés, malheureusement, bien qu'incomparables, et ils auraient pu s'affronter si le scénario de Dar l'Invincible n'avait pas été modifié et évolué vers du vrai Sword and Sorcery, alors que seuls les pouvoirs de Dar étaient au départ au centre de la première histoire et seul élément surnaturel du film. Coscarelli se retrouve à travailler donc sur un genre qu'il ne connaît que peu et cherche à éviter à tout prix tous les poncifs du genre. On va lui filer un budget avoisinant les 8 millions de dollars, ce qui pour lui est absolument énorme, il a fait fantasme pour rien, et Don et Pepperman perdent du coup le final cut, de compromis en compromis. Le film va partir dans une série de conflits entre les deux amis et les producteurs. Dans la prophétie du Dieu. L'un de ses producteurs va même aller jusqu'à changer certaines lignes de scénario. Et pourquoi pas comment filmer les scènes, tant qu'on y est, bien sûr, il n'y a rien de plus vexant pour un réalisateur. Coscarelli, lui, il n'en peut plus. L'homme est avant tout un auteur et tient à le rester sans vouloir se remettre un seul instant en question. Il est persuadé être capable de nous lâcher le prochain Spartacus, mais c'est plus le péplum italien qui va arriver derrière. C'est un film donc rempli de positivité et son contraire, une contradiction des envies et des possibilités qu'avait Coscarelli et qui doit assumer sa part de responsabilité. Il était bien sûr attendu au tournant par ses fans, le public, et c'est par le surnaturel qui va se faciliter la tâche finalement, ne voulant pas lâcher l'idée que les gens voulaient revoir son fantasme sur ce genre de film, l'heroic fantasy donc, et se rater sur un film pareil qui oscille entre une production complètement fauchée, il faut le dire, un esprit Disney avec les animaux et le film de samouraï. Sans réelle inspiration du coup, puisque les producteurs le tiennent par les couilles, le film va se simplifier au possible avec un beau mélange des genres de Star Wars à Conan. La mythologie va bien sûr en prendre un coup, certes, et ne doit pas être interdit aux moins de 17 ans. La violence y est donc hyper adouci, on est loin de Milius, et Dar est un vrai film d'heroic fantasy et de Sword and Sorcery, sans jamais en choisir l'un plus que l'autre, mais sans une image sanguinaire et moins samouraï que ce que le réalisateur voulait. C'est naïf, c'est caricatural, Dar l'Invincible est avant tout un spectacle familial qui reste ancré dans les mémoires de ceux qui l'ont vu à l'époque, mais difficile peut-être pour ceux qui veulent le découvrir aujourd'hui. Et pourtant, Dar est vraiment un film décontracté du gland, où les chorégraphies des combats sont des plus tranquilles, mais travaillées et fixées dans le temps. On pourrait presque n'y voir aucun mouvement de cinéma, mais une succession de peintures stylisées, qui n'est pas pour déplaire, d'autant que l'acteur principal, Mark Singer, est parfait pour ce genre de choses, physiquement parlant.
esthétique au possible, graphique et parfois très élégant, peut-être que le film aurait mérité d'être plus agressif et violent, sanglant et barbare, ce qui lui aurait donné une puissance mythologique rare et plus que bienvenue. D'autant qu'à la photographie, c'est John Alcott, bordel de merde, un des meilleurs directeurs de la photographie qui existe, qui a travaillé sur des films fous comme les Stanley Kubrick, il était suppléant sur 2001, l'Odyssée de l'espace, Orange Mécanique, Barry Lyndon, je vous rappelle que le film est filmé en lumière naturelle, Shining, ou Under Fire de Roger Spottiswoode, ou le Greystock de Hugh Hudson, qui va s'occuper d'illuminer ces images afin qu'elles restent bien collées à nos rétines. C'est le propre fils d'Alcott qui va le pousser à faire le film, étant fan du genre. Dar l'Invincible comporte énormément de scènes en extérieur et Alcott filmera les scènes de nuit à la flamme ou avec des becs à gaz pour des gros plans, ce qui va devenir carrément invivable quand c'est tourné par l'équipe dans des décors fermés à cause de l'odeur. Des filtres vont être même utilisés pour enlever parfois le bleu du ciel, le rendre le film un peu plus fantastique, et les décors sont extrêmement bien mis en valeur. Mais Coscarelli devra retravailler la photo parce que Alcott éclairait tellement les maquillages qui n'étaient pas assez qualitatifs pour le film et ne devaient surtout pas être vus de façon lumineuse. Il est dommage d'ailleurs que dans le film, les effets sonores ne suivent absolument pas ce qu'on nous montre à l'écran et sont c'est une ignominie de sons bizarroïdes qui gâchent souvent des passages qui étaient très réussis visuellement. Coscarelli donc n'aimera pas ce travail, il est frustré en permanence, il n'est pas à son aise et ne sent bien sûr pas qu'il a le contrôle du film. Les producteurs le font chier en permanence, il les appelle lui-même les hommes d'argent et malheureusement cela va se ressentir sur le film qui, au lieu d'en donner une œuvre mémorable, ne va toucher que du bout des doigts le genre, ne semble pas réellement terminé et fini et reste techniquement assez spectaculaire pour avoir marqué une génération de fans de ce genre trop rare. Le film est quand même rythmé, il n'hésite pas à faire montre d'une audace que d'autres n'auront pas, comme sur Les Paix Sauvages, dont je parlerai bien sûr un jour. Don Coscarelli est un fan de cinéma et voue un culte de malade à Steven Spielberg, dont on ressent parfois l'influence sur Dar l'Invincible, surtout ce côté enfantin de la première partie de la filmo de Tonton Spielberg. On va trouver dans le film humour et action, parfois de façon un peu folle et d'autres démesurées, comme celle de la Grande Pyramide, où des créatures tout droit sorties d'une gigantesque partouze de sadomaso ou d'un Mad Max déjanté avec leur cerveau qui se font bouffer par des limaces, restent bien dans la gorge. Qui va anéantir son cerveau. Il va tuer tout ce qu'il rencontre. Le Don va aussi nous servir une scène de charge de barbares sous une pluie de feu, une rivière de poids qui explose et un combat final des plus réussis. La scène où le chien, malgré sa blessure, sauve notre héros du village est touchante et absolument superbe. La réalisation d'un auteur admiré fait parfois sens sur des scènes tout aussi belles, mais moins spectaculaires, comme le sauvetage de la mangouste. Oui, je sais, cette phrase est un petit peu bizarre, mais la scène, absolument pas. On viendra chercher même Coscarelli pour essayer de réaliser Conan 2 le Destructeur, qui déclinera poliment s'étant trop fait chier sur Dar. Un film qui se cherche donc en permanence, mais qui fait office de référence vu les conditions et de tournage et d'emmerde qu'a eu le réalisateur. Le film est familial et Coscarelli a toujours la fibre enfantine, et ce dès son premier film, Jim's the World's Greatest, où un petit garçon protégeait son frère d'un père alcoolique. Les enfants et la mort, le méchant croque-mitaine ou pas, tout Coscarelli est dans Dar.
Il est l'exact opposé de Conan le barbare. Dar embrasse le surnaturel, alors que Conan ne faisait qu'effleurer la chose, et Dar évite les mises à mort ultra-violentes, là où Conan nous réjouit. Le thème du frère, qui va aider notre héros, ressemble aussi à la relation étant fils unique qu'il a avec son ami Paul Pepperman. C'est donc un film ultra personnel, un de ses meilleurs, Fantasme bien sûr restant son chef-d'œuvre, où surprise et rebondissements vont faire quand même plaisir à la vision de l'époque, mais reste un film plein de défauts, sans avoir le droit à l'erreur et des échéances qu'il ne peut laisser de côté. Et les impondérables obligatoires des producteurs vont imposer la famille massacrée au début, la secte de fanatiques façon Toul Sadoum avec le temple qui va avec, et apprendre à manier les armes parce qu'on n'y connaît rien. Beaucoup trouveront les héros insipides, ce n'est pas faux pour certains. La version française les rend d'ailleurs bien meilleurs, mais de belles scènes comme celle de la tribu des hommes chauves-souris, où les guerriers sadomasochistes, avec leurs cris complètement pourris, mais ça marche quand même, font que ça reste dans les mémoires. Fantasme nous avait fait découvrir un réalisateur qui, ici, malgré une bataille perdue d'avance avec les producteurs, vont soit convertir les fans à son talent, soit se poser la question de savoir si Fantasme n'était pas un accident. Les suites des Fantasmes n'aideront pas, mais Bouba Outep va calmer beaucoup de monde. Dar est déséquilibré dans sa violence, son humour et ses scènes érotiques, on ne sait pas pourquoi, mais ça fait toujours plaisir à l'œil, qui en font un plaisir coupable. Il n'y a pas la force mythologique d'un film de John Milius ou une envergure digne du genre. Une chose est sûre, Coscarelli va retourner très vite sur les petits budgets, se faire plaisir et avoir une liberté totale. Une chose est certaine dans le film, ce ne sont pas les acteurs qui vont nous impressionner non plus, surtout les seconds rôles qui sont quand même très très limites, le rôle du père, le rôle du roi ou le rôle du paysan qui les aide, mais bien les 4 animaux qui vont accompagner notre héros, un aigle, une panthère noire et 2 mangoustes. Marc Singer interprète donc notre héros Dar l'invincible, doublé par le fabuleux et excellent Richard Darbois que l'on adore, et nous impressionne d'entrée par un physique sec impressionnant, crédible si ce n'est sa petite chevelure un peu longue. Ils ont quitté le temple. Alors l'homme n'a pas brillé au cinéma, certes, il va jouer dans les 2 suites, Dar l'invincible 2 et le 3 malheureusement, mais à la télévision il va apparaître dans plusieurs séries, de Colombo à la planète des singes ou Hawaii Police d'État, et va devenir bien sûr le héros d'une mini-série que le monde va adorer, V, puis sa suite V, la bataille finale. Il sera bien sûr dans la série qui fait suite à ces 2 mini-séries et qui sera vite stoppée. Il va apparaître dans la série tirée de Dar l'invincible, Beastmaster, le dernier des survivants, où il y joue, j'ose pas vous dire son nom, mais il y joue Dartanus dans la saison 3. J'évite à faire des jeux de mots, mais je vous jure que ça me gratouille, parce que franchement, ça pue du cul. Ah, bien. Ton capa. Montre-moi. Billy Jane va jouer Dar jeune, il sera Brett dans le Cujo de Stephen King, un des amis du petit héros, un petit rôle, mais n'aura pas de grand film ou de série à son actif. La très belle Kiri, jouée par l'aussi belle Tanya Roberts, fantasme d'adolescent pour tous ceux qui ont des yeux. Ne bouge pas. Cette bête est féroce. Dar l'invincible va la lancer dans le cinéma, puis ce sera le choix des seigneurs de Giacomo Battiato, Chinard et de la jungle bien sûr de John Guillermin, où sa nudité va nous bouleverser jusqu'à ce que nos hormones d'adolescents ne s'en remettent jamais. Puis c'est bien sûr l'explosion avec le Dangereusement Vôtre de John Glenn, dernier Roger Moore
en date qui ne la propulsera que nulle part, puisque sa carrière va partir sur des films ou séries légèrement érotiques et sans intérêt. Elle est doublée ici par Céline Monsara, voix de Julia Roberts, Courtney Cox et tant d'autres, surtout d'ailleurs dans Dragon Ball Z. Tania nous quittera malheureusement le 4 janvier 2021 d'une infection qui finira en septicémie. Méax, grand prêtre de la cité d'Aruk, le dieu Ar a parlé. Un grand héros, grand méchant. Quoique, Rip Torn, ici, s'y colle, doublé par contre par le fabuleux Piraté, voix de Doc dans Le Retour vers le futur ou le Joker dans la série animée Batman. Rip Torn a joué dans Extrême Préjudice de Walter Hill, Robocop 3 de Fred Decker et Men in Black 1 et 2 en Z, le chef de Will Smith et de Tommy Lee Jones, de Barry Sonnenfeld. Il est hilarant dans le Larry Sanders Show, une série de 1992 à 1998. Zed, ton fils enlevé avant sa naissance vient accomplir la prophétie. Il joue donc un sorcier qui s'appelle Méax. Alors ça s'écrit M2AX, mais ça se prononce Méax. On ne sait pourquoi dans le film. Il est franchement pas crédible, on se demande quel pouvoir il a, mais bon, c'est comme ça fonctionne. Il reste bon et se fait bien sûr dézinguer très vite. Je m'appelle Seth. Et voici Tal, de simples pèlerins qui allons faire nos dévotions au temple d'Ar. Et John Amos va jouer Seth, dont la voix est de Mario Santini. Amos a joué dans de nombreux films, avec notamment Point Limite 0 de Richard C. Sarafian, Impress à New York de John Landis, Haute Sécurité de John Flynn aux côtés de Stallone, 58 minutes pour vivre de René Harlin, c'était lui le fumier militaire, et Ricochet de Russell Mulcahy, pour finir aussi à la télévision dans des séries comme À la Maison Blanche de 1999 à 2004, excellente série d'Aaron Sorkin. Il joue ici un guerrier qui s'appelle Z qui va aider notre héros. Bon, le combat c'est pas trop son truc, mais bon, il s'en sort. Je te bannis de cette ville à jamais. À Aruk, désormais personne ne se rappellera ton nom. Et à noter le roi Z, pas un grand acteur, je vous rassure, il apparaît 2 minutes, mais il est quand même doublé par le grand Jacques Thébault, voix de Robert Conrad et autres. La musique est écrite par le grand Lee Aldridge. C'est la première fois que je vais pouvoir parler de ce compositeur et arrangeur américain d'origine haïtienne. Il a travaillé sur Jonathan Livingston, le goéland, Splash de Ron Howard, Old Gringo de Luis Puenzo et Transylvania 6-5000, je ne sais pas comment on dit ça, de Rudy De Luca, mais n'aura pas malheureusement la carrière méritée quand on écoute ses musiques. Enfermé sur des téléfilms et des séries télévisées, c'est quand on écoute le score parfait de The Beastmaster, d'Art l'Invincible, que l'on se rend compte que ce que l'homme aurait pu amener au cinéma et à la musique de film. Je ne sais pas. C'est le label Varese Sarabande qui va conseiller à Don Coscarelli d'engager le compositeur. Il va écrire à peu près 80 minutes de musique en 2 semaines et demie, c'est pas beaucoup, et va donc être aidé par Greg McRitchie et Alf Cousin, oui, le musicien connu pour la série des Simpsons. Bruno, l'invincible communal, en parle parfaitement et fourmille d'anecdotes dans son livre sur la musique de film, que je vous conseille fortement. Vous avez le lien dans les descriptions et vous avez déjà été très nombreux à l'acheter. L'Heroic Fantasy et le Sword and Sorcery, galvanisés par la sortie de Conan le Barbare, n'apprendront rien de ce dernier, bien au contraire. Ils vont tous faire sombrer le genre avec des films de tout pays, Italie en tête et États-Unis bien sûr. Pour sa deuxième réalisation, Coscarelli lui montre qu'il en a dans le ventre, mais il est totalement freiné par les producteurs et c'est bien dommage. Il y avait matière à faire beaucoup mieux. Le film va remporter quand même 14 millions et des poussières aux États-Unis et plus de 911 000 entrées en France. Les 2 suites et la série qui suivirent peuvent être complètement oubliés, je n'en parlerai pas. C'est superbe techniquement au niveau du premier, il est dommage que le film n'ait pas choisi son camp. Voilà, donc c'est un film qui est complètement barré, humoristique, enfin on a de tout. Il y a des scènes où vous dites what the fuck, et puis il y a des scènes où vous dites bordel que c'est beau. Il y a une musique qui est somptueuse, les acteurs font le taf. Bon, les effets ont peut-être vieilli, surtout les effets sonores qui gâchent tout quand vous avez un monstre qui vous arrive sur la gueule et qui gueule comme un, je sais pas,
Et il fait un cri, c'est juste une horreur. Bon, ben, ça nous sort un petit peu du film. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on a aimé à l'époque parce qu'on avait peu d'Heroic Fantasy. Et aujourd'hui, c'est quasiment impossible à le revoir, je pense, pour la jeunesse. Je leur souhaite, mais bon, ça va être difficile. Quelle note je vais mettre? Est-ce que je note façon à l'époque ou est-ce que je note aujourd'hui? Eh ben écoutez, je vais rester au milieu. Hein. Je vais lui mettre quand même un bon petit 3,5 sur 6. Il méritera sûrement mieux pour certains d'entre vous et beaucoup moins pour d'autres. Mais voilà, c'est un film qui est trop alambiqué, trop raté d'un côté et réussi de l'autre pour que, voilà, on est vraiment dans la moyenne. Mais voilà, c'est un film que je conseille à revoir pour ceux qui l'ont vu à l'époque. Si vous trouvez une copie HD, ça n'existe ni en DVD ni en Blu-ray en France, je vous rassure, mais peut-être que bientôt, on sait jamais. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. J'attends bien sûr vos avis pour qu'on puisse débattre du film. Hein. Ne m'en voulez pas si vous trouvez que je suis dur avec lui. Je ne suis pas dur avec lui, je suis dur avec ces putains de producteurs qui ont défoncé Coscarelli et lui empêché de faire le film qu'il voulait. Voilà, on en parle dans les commentaires. Donc, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, la petite cloche. La prochaine fois, on a du lourd. À bientôt, bye bye.